Bonjour tout le monde. Je vais vous exposer pendant cette réunion les slides, l'approche d'Ataxium pour faire face au rançongiciel. Donc Dataxium, c'est une startup qui a été créée en 2019. Donc aujourd'hui, on a deux solutions principalement. On a commencé par une solution qui s'appelle DXDR, qui est un service au fait managé pour la détection et la réponse. Donc en gros, c'est un SOC plus un SIEM plus un EDR qui va permettre en fait à une société donc on se plug à une société, on va avoir tous les logs de cette société, les traiter, avoir une surveillance SIEM, c'est-à-dire sur tout ce qui est journaux, avoir une surveillance EDR sur tout ce qui est temps réel, et aussi voilà décider de la réponse adéquate, faire de l'assistance et du support à cette société en 24/7. Quand on a créé ce service, donc je vais après entrer en détail sur chaque composante. Quand on a créé ce service d'XDR, on a voulu au fait se différencier des SOC, parce qu'il y a plein de SOC voilà, en France, se différencier par la qualité de la détection, les use cases de la détection. Et on s'est spécialisé un peu dans la détection des ransomware. Donc, qui dit spécialisé dans les ransomware, il fallait développer des règles qui détectent toutes les techniques d'un ransomware. Donc, un peu comme voilà, quand on développe la détection basique pour un use case qui est par exemple très basique, un brute force. Pour tester la fiabilité de la règle, on va reproduire le brute force et on va voir est-ce que notre règle elle est de qualité, est-ce qu'elle génère beaucoup de faux positifs ou pas. De la même façon, quand on a commencé à traiter les techniques d'un ransomware, on a commencé à se dire on va reproduire des techniques isolées. Après, on s'est dit pourquoi pas on émule tout le ransomware, on le simule sur une machine et on voit comme ça on confronte notre système de détection à la réalité qui est un ransomware qui est en mouvement et est-ce qu'on va pouvoir le voir ou pas. Et comme ça, déjà on évalue notre règle de détection qu'on a développée, mais on puisse l'améliorer petit à petit. D'où est venue l'idée du deuxième produit, donc c'est ce qu'on appelle DX Threat Emulator, qui est un simulateur des systèmes donc simulateur de ransomware ou de menaces en général. On peut émuler n'importe quelle menace, hein, même en dehors des ransomware. Mais nous, on a voulu spécialiser dans la partie émulation de ransomware et des APT. Donc pour les APT, c'est les Advanced Potential Threat. Donc c'est les acteurs, un peu acteurs des groupes de cyberespionnage, tout ça, qui ont des techniques bien précises et qui, voilà, nous, on va pouvoir reproduire ces techniques sur un environnement de simulation et confronter les systèmes de détection et de réponse à ça et voir l'évaluer et de dire, voilà, à la fin, est-ce qu'il détecte, il ne détecte pas. Je vais aller entrer en étapes. Donc, le système de détection-réponse DXDR, c'est un système qui va avoir accès à des logs, donc de serveurs, de endpoint, de console cloud, voilà tout ça. Il va faire de l'analyse. Donc c'est un système qu'on a utilisé. Notre système, il est un système BI et Big Data. Il va faire de l'analyse de la donnée, de la corrélation. Et puis notre centre de défense, il va analyser ça. Il va être épaulé au fait par notre e-bouclier qui est des automates au fait qui vont vraiment détecter des comportements anormaux et des signaux faibles. Pareil, on utilise aussi du machine learning afin d'avoir une surveillance, d'automatisation. Et après, comme résultat aussi, il y a toute une partie support et assistance aux victimes. Donc ça, c'est notre solution DXDR. Techniquement, c'est quoi? Techniquement, aujourd'hui, on n'a pas à nous créer, c'est-à-dire on n'a pas développé le SIEM, on n'a pas développé le DR, on se base sur les solutions de Microsoft, Azure Sentinel pour le SIEM, le Microsoft Defender pour le endpoint, et nous, notre valeur ajoutée, c'est de venir développer les use cases. Donc, comme j'ai dit, voilà, il faut développer, quand on a l'Azure Sentinel, le SIEM de Azure, il est vide, c'est-à-dire par défaut, il détecte des trucs simples et basiques. Après, c'est à l'utilisateur lui-même de déployer ses règles, de développer ses règles sur son environnement. Donc, c'est ça ce que nous on apporte.
on a développé plein de règles applicatives, par exemple comment détecter des attaques sur de l'AD, sur de la console de cloud provider comme AWS, Azure, et principalement aussi, donc là on se différencie, c'est comment détecter des ransomware. Comment détecter un ransomware sur des machines, voilà, en prémisse ou sur des VM en cloud, comment détecter les mouvements d'un ransomware. Donc ça c'est un peu l'architecture. Bon, ça c'est un peu l'architecture de notre DXDR. Notre maintenant solution de simulation de menaces, DX Threat Emulator, et là une architecture client-serveur où on a un client, un serveur C2, donc commande et contrôle, ou CNC, dans pas mal d'appellations on l'appelle CNC. Donc c'est un serveur, c'est vraiment en fait la façon dont les attaquants utilisent en fait déploient les ransomware. Ils utilisent cet outil-là, donc des machines commande à contrôle, le plus connu c'est Cobalt Strike. Et après, une fois, ils déploient un payload sur une des machines à travers soit une faille zero day, soit une vulnérabilité qu'ils ont pu exploiter, soit à travers une configuration, un défaut de configuration sur une machine. Ils déploient donc un payload et après ils prennent la main avec cette machine de commande et contrôle qui va commencer à gérer tout ce qui va se faire et qui va décider de l'exécution sur cette infrastructure-là, quel est le chemin d'exécution du ransomware et comment il va faire. Et donc nous on utilise la même chose, on utilise une machine CNC et on va déployer donc un payload manuellement sur une infrastructure de simulation. On va exécuter après une procédure d'attaque. Cette procédure d'attaque, ce qu'on appelle dans notre outil CNC adversaire. Cet adversaire-là, on va l'exécuter sur l'environnement de simulation. Il va déployer des techniques diverses, hein, un peu exactement, c'est une copie du ransomware original. Ce qu'il faut, et après, dans la troisième partie, on va aller évaluer les équipes SOC et le SIEM. Donc SOC SIEM, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont détecté, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont appliqué comme procédure, est-ce qu'ils ont bien appliqué la procédure décrite pour le SOC ou pas, d'escalade, de déclaration de l'incident, comment ils ont réagi, mais aussi est-ce que leur système a déclaré, a vu l'attaque, a pu expliquer l'attaque ou pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va déployer l'attaque sur un environnement de simulation, donc un environnement que nous, on prépare à l'avance. On a plusieurs types d'architecture et aussi, donc on a la main sur cet environnement. Le but n'étant pas de trouver des failles sur un environnement, c'est-à-dire on va préparer un environnement à ce que notre attaque va pouvoir se faire. Le but, c'est de générer des signaux dans les logs, des signaux de différents types de techniques d'attaque et de voir si le SOC a vu ces signaux ou pas. D'accord ? Je vais entrer en détail maintenant dans notre approche contre ces ransomware. Donc, il y a deux façons en fait de se défendre, deux principaux standards. Le standard kill chain pour se défendre, qui voilà explique une attaque sur sur cette étape et qui dit voilà le fait de couper la chaîne à n'importe quelle étape. Par exemple, je peux choisir à ce que je suis très persistant dans la détection de tout ce qui est exploitation et que je coupe cette étape 4, numéro 4. Comme ça, je laisse aucun ransomware pouvoir s'exécuter de 1 à 7 et de faire des actions. Le deuxième standard qu'il y a dans le marché, c'est Mitre Attack. Donc là où Killchain, c'est trop haut niveau, d'accord. Mitre, c'est très bas niveau et ça explique n'importe quelle attaque en termes de tactique. Donc la tactique, ça peut aller de la reconnaissance jusqu'à l'impact. Et chaque tactique, elle a plusieurs techniques où on peut exploiter cette tactique. L'ensemble technique plus tactique, ça donne une procédure et c'est ça, en fait, la signature d'un ransomware. Donc un ransomware ou un groupe APT, il a une signature, comment il va faire, comment il opère, qu'est-ce qu'il va utiliser comme outil. Donc tout ça, on va le voir dans ce qu'on appelle le Mitre Navigator.
qui va nous permettre de voir en fait l'ensemble des techniques et tactiques employées par soit un groupe, soit un ransomware. Donc nous, Detection, on a choisi, donc on utilise MitraTech dans la défense, donc dans notre SIEM, mais aussi dans l'attaque, dans la partie attaque pour modéliser. Donc ça nous a servi de modéliser là où il y a plein de personnes qui disent ouais, on peut exécuter des menaces, on peut développer un script qui menace. Nous, on a pris ce standard pour à la fois développer la technique d'attaque, à la fois développer les détections et après, pour l'évaluation, c'est-à-dire dans l'évaluation, je vais pouvoir être pertinent à dire que pour telle entreprise, dans la tactique défense-évasion, ils n'arrivent pas à détecter la modification des bases de registre, par exemple. Dans telle tactique, ils n'arrivent pas à détecter. Donc, je suis très précis sur l'évaluation. Comme ça, ils peuvent après se référer à ce standard MITRE et corriger, au fait, améliorer leur système de cette façon. Donc c'est une approche Red Team, vous avez compris, c'est une approche Red Team, Blue Team. Red Team, c'est je simule, je fais du test simulation et je confronte ma simulation à la détection. La simulation, on a choisi depuis le début, donc on était conscient que la simulation doit être automatique, d'accord. Comme ça, on peut reproduire des ransomware, des APT, du comportement humain. Et aussi donc automatique dans le but au fait que ça soit reproductible au fait très rapidement. Comme ça, on peut faire de la simulation d'une manière continue. Donc voilà, le but c'est d'avoir un peu cette roue testée, trouver les gaps, trouver les trucs que je détecte pas, améliorer ça, retester. Et revoir voilà mon système, c'est-à-dire que confronter mon système de détection tout le temps à la simulation. Donc implémenter donc la détection dans le SIEM, améliorer la qualité de la détection, éliminer les faux positifs et après l'étape d'après c'est améliorer l'attaque. Donc améliorer l'attaque dans le but de refaire un autre cycle. Donc l'attaque, améliorer l'attaque, principalement, nous par exemple, l'approche qu'on choisit d'Attaxiom, c'est de créer des variants d'un ransomware. Je crée un variant qui va utiliser, par exemple, je donne un exemple qui parle à tout le monde, dans la persistance, j'utilise la base de registre. Donc comme ça, le système de détection, il va aller suivre les clés registres. Là, quand je crée un variant, je vais plus utiliser la base de registre, la deuxième dans le premier variant. Je vais utiliser, par exemple, les jobs schedulés du Windows pour voilà emmener aussi la partie détection à détecter à plusieurs niveaux au fait la persistance et ne pas rester sur une seule technique. Donc ça veut dire que sur cette matrice MITRE, le premier variant il ressemble exactement au ransomware qu'on a étudié. Le deuxième, je vais commencer à changer un peu les techniques ici. Par exemple, à cette étape persistance, je vais changer à la place de faire de la persistance avec une application Office, avec le démarrage des applications Office, je vais le faire avec une base de registre, ou je vais faire avec les tasks schedulés, voilà tout ça. Et comme ça, en fait, j'améliore, en fait, on continue le système de détection. Donc notre valeur ajoutée, c'est voilà, c'est le test continu, donc Red Team, Blue Team. L'évaluation de la détection, c'est-à-dire on va aussi aller être pertinent et dire est-ce que il détecte vraiment la technique comme décrit dans MITRE ou il détecte juste la tactique qu'il y a eu, est-ce qu'il détecte qu'il y a eu persistance, est-ce qu'il détecte que c'est la persistance a été faite par la base de registre ou est-ce qu'il détecte juste de la télémétrie ou c'est totalement générique. Donc la télémétrie c'est un peu voilà tout ce qui se passe sur une machine, voilà tout ce qui est données collectées de la machine. Générique, ça peut être voilà, j'ai détecté qu'il y a un script suspect qui a été lancé, mais je sais pas qu'est-ce qu'a fait ce script-là. Donc notre approche elle est totalement différente du pentest et des outils de gestion de vulnérabilité. C'est-à-dire nous le but c'est pas de voir la forteresse de l'infrastructure, c'est pas de tester, de trouver la faille d'entrée, d'accord. On suppose que ça existe. Ça va toujours exister les failles zero day et on suppose qu'on a exploité déjà une faille zero day et qu'on est sur un système qui est surveillé par les outils de détection de réponse et qu'on va dérouler au fait une exécution malveillante et notre but c'est de voir, de mesurer
pas la configuration, le hardening, les systèmes de détection, est-ce qu'ils font leur travail ou pas. Dans le but de développer des détections, donc exécuter nos tests et après de collecter des évidences et voir si vraiment ils détectent ou ils détectent pas ou si ces systèmes sont pertinents ou pas. On peut donc ça va permettre à pas mal de clients de faire ce qu'on appelle cyber security drill, les tests ou les exercices de crise. Donc aujourd'hui, ils font pas mal d'exercices de crise, c'est plus sur le plan organisationnel. Ça va permettre aussi de faire des exercices de crise sur le plan technique, c'est-à-dire on va avoir une infrastructure de simulation. C'est pas de la prod, c'est isolé. C'est une infrastructure, on a accès total. On va mettre des données fictives, tout ça. On va dérouler un ransomware et on va tester, on va confronter les équipes du SOC à une vraie crise, donc voilà, un exercice de crise pour voir s'ils appliquent les process ou pas, s'ils sont prêts le jour J, voilà, à faire appliquer ce qu'ils ont appris à toutes leurs procédures ou pas. Donc c'est une approche, notre approche d'émulation, elle est plus post-exploit et pas on fait pas aujourd'hui du pré-exploit. Donc la différence entre pré-exploit, ce qu'un peu est le but d'un pentest ou de test de vulnérabilité, c'est de trouver cet exploit. Donc ils sont un peu en avance de l'exploit, ils veulent trouver l'exploit et après ils peuvent aller plus loin. Nous, on suppose que l'exploit il va toujours exister, ça sert à rien de créer, de refaire ça. Donc ça, on est complémentaire aux équipes de pentest et d'audit. Nous, on vient juste après, donc sur du post-exploit, pour tester les outils qui détectent, en fait, qui doivent détecter une fois l'exploit il a réussi. Donc là où par exemple un pentester il va venir faire du brute force pour déterminer, pour faire du password guessing par exemple, nous on va faire la même chose pour émuler un brute force, d'accord, pour voir si le SOC il détecte ce brute force ou pas, en connaissance de code, c'est-à-dire on a déjà le password qui marche. On va dérouler un dictionnaire, on va générer beaucoup de bruit dans les logs on est en train de craquer le mot de passe et à la fin on va réussir à avoir le mot de passe parce qu'on le connaît déjà, parce qu'on l'a intégré déjà dans notre dictionnaire et on va prendre la main sur la machine, on va dérouler le reste un peu comme fait le ransomware. Dérouler le reste de l'attaque, du lateral movement, de la persistance, de l'impact. Et notre but étant d'aller évaluer le SOC. Là où le but du pentest, c'est évaluer la forteresse d'une machine, le hardening d'une machine. Donc c'est un peu là on se situe, c'est-à-dire notre complémentarité avec les outils de pentest. Donc on va pour développer un ransomware, ce qu'on fait c'est déjà le modéliser sur Mitre. Donc on va modéliser l'attaque sur Mitre, on va comprendre comment il fait, comment il opère le ransomware, on va après l'implémenter, donc implémenter cette procédure d'exécution sur notre outil de commande et contrôle. Donc, l'architecture de notre solution d'Ataxium Threat Emulator, DXTE, ça se base sur un serveur commande et contrôle open source où on vient, nous, ce qu'on développe, c'est la partie, donc on a plusieurs parties, DX Web UI, le DX Payload, donc on a notre propre payload, les DX Obfuscator, les DX Adversary, les DX Abilities et les DX Plugins. Après, je vais faire une démo technique où je vais aller plus, voilà, donc je vais faire une démo de DX Adversary, DX Abilities. C'est les adversaires en fait qu'on développe et c'est les habilités qu'on développe. Les habilités, ce n'est que les techniques Mitre qu'on a développées sous forme de PowerShell ou de commandes pour, par exemple, faire la persistance. Comment je crée des clés, avec du PowerShell, je peux soit créer des clés registres, soit créer, par exemple, des tasks schedulés, voilà tout ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle abilities. Adversaire, c'est un ensemble d'habilités où on va regrouper qui vont émuler le fonctionnement d'un ransomware. Donc l'environnement de simulation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait plusieurs design patterns d'environnement. C'est par client, ça dépend si le client il est plutôt Windows, si le client il est sur le cloud, si le client il
il est plutôt, il a un parc hétérogène entre Linux, Windows. S'il veut aussi tester les workstations, il a déjà un EDR ou pas, d'accord? Parce que ça sert à rien en fait de déployer la simulation si on n'a pas derrière un moyen de détection. Donc s'il n'a pas par exemple un EDR pour détecter des menaces sur des workstations, ça sert à rien de faire l'émulation sur des workstations. Donc voilà, on a plusieurs patterns qu'on présente à un client. On choisit ensemble l'architecture, bien sûr, les composants qui sont communs, ça sera toujours un AD, des serveurs d'application, des workstations et des bases de données. Donc c'est une infrastructure un peu qui ressemble à la réalité. Dans la démo après, je vais juste montrer sur une seule machine parce que voilà, si je fais toute une architecture, ça va durer longtemps. La démo, ça va jamais finir en quelques minutes. Voilà, le but c'est d'exécuter toute l'adversaire rapidement pour que vous voyez un peu le principe, mais sachez que dans le use case réel, c'est-à-dire quand on déploie chez un client, c'est vraiment une architecture, le lateral movement, on le fait sur plusieurs machines, voilà, et l'infection, ça se passe sur un vrai environnement. On assume que l'initial access, il est déjà fait, c'est-à-dire nous, on va pas chercher une faille et la faire, on va déployer manuellement le payload pour avoir accès à travers notre commande à contrôle. Étant le but, c'est pas de trouver si l'environnement il est protégé ou pas. On sait que les failles zero day, les phishing, c'est les vecteurs aujourd'hui les plus utilisés pour les attaques ransomware. Le jour où ça va arriver, est-ce que vous détectez ou pas? C'est ça le but. Et donc non, nous ce qu'on va assumer, c'est qu'on va assumer qu'il y a une faille zero day, qu'on déploie le payload manuellement sur la machine. Une fois que je déploie le payload, je vais avoir accès à distance et puis je vais déployer toute la chaîne d'attaque. Les use cases, ils dépendent, en fait. Ça dépend du ransomware. Il y a des ransomware qui, voilà, ils vont profiter des failles zero day qui va leur permettre d'être root sur des machines. Donc, ils vont commencer avec un accès admin ou un accès utilisateur et après faire du privilege escalation. Donc, ça dépend du use case, ça dépend du ransomware qu'on choisit. Dans la démo après, je vais faire un truc super simple hein, qui avec un accès admin, mais il y a des use cases. On commence par utilisateur et on crée le privilege escalation, voilà tout ça. Comment ça marche? Donc la démo que je vais montrer après, le début, je vais lancer donc il y a un environnement d'émulation qu'on prépare en avance. Sur cet environnement d'émulation, on va venir déployer un payload sur l'une des machines. Ces payloads va me donner accès sur mon serveur CNC à un agent sur cette machine, là où je vais envoyer après l'adversaire. Donc le CNC, le rôle du commande à contrôle, c'est que je vais envoyer toute une exécution, procédure d'exécution, mais avec toutes les dépendances. C'est-à-dire, je peux déployer des scripts. C'est lui qui va gérer le téléchargement des scripts, des dépendances. Si j'ai besoin de Mimikatz, il va déployer des Mimikatz sur la machine. Donc la copie, ça se fait sans que je développe quoi que ce soit. D'accord? C'est ça l'utilité d'une machine commande à contrôle. Donc nous, on arrive, on développe tous les scripts, la procédure. Et on se base, par exemple, pour déployer, on va dire download Mimikatz. Lui, c'est à lui de faire l'échange en mode sécurisé de Mimikatz sur la machine. Donc ça, c'est la partie 2. La partie 3, une fois il déploie tous les scripts et la procédure, il va l'exécuter. Ça s'exécute sur une ou plusieurs machines. Bien sûr, dans le cas réel, on va l'exécuter sur plusieurs machines. Il va commencer à utiliser sur la première machine. Normalement, s'il est en mode user, il va faire un privilege escalation. Et après, il va exploiter un peu la machine. Et après, il va faire du lateral movement. Pour faire du lateral movement, il va faire de la découverte passive. Je vois une question sur Mimikatz, je ne saurais pas répondre si c'est pénalement condamnable ou pas. Et donc, une fois j'exécute l'étape 3, il y aura de la remontée des logs sur le SOC SIEM et où l'EDR. Et donc, on va voir l'interaction avec les équipes SOC sur ces alertes-là. Le but, bien sûr, étant d'améliorer cette partie 4. Donc, nous, on a notre équipe, c'est dans la partie 5, qui vont venir évaluer, faire des recommandations aux équipes SOC et aux équipes EDR s'ils sont séparés. Donc, voilà, le serveur CNC peut être déployé à distance ou en air-gain, en prem.
Donc le but final, l'évaluation, comment ça se fait? On va venir, on va dire voilà la procédure qu'on a exécutée, voilà ce que vous avez détecté, et voilà ce que vous n'avez pas détecté. Dans ce schéma, il y a deux parties, l'initial access et la reconnaissance. Ça, on ne les fait pas. Donc nous, on ne fait pas. On commence par l'initial access. Donc tout ce qui est à droite de initial access, ça va être évalué. L'initial access, on laisse ça, cette partie-là, elle est évaluée par les pentests et par les équipes de vulnerability management. Et donc, le but étant de dire, est-ce qu'on détecte pas, mais aussi la qualité de la détection. Parfois, on détecte, mais on détecte approximativement, on détecte des trucs qui peuvent changer, d'où mon prochain slide, la qualité de la détection et la pertinence de la réponse. Donc, notre but, c'est d'emmener en fait les équipes de détection à détecter le sommet de cette pyramide, qui est les techniques, tactiques et procédures, MITRE. Parce que quand je détecte la technique ou la tactique, voilà, donc je détecte, même si ça va être difficile à l'attaquant de changer, d'accord, de bypasser ma détection. Je m'explique, si je détecte le bas niveau de cette pyramide, si je détecte des valeurs hash, ça change. Si je détecte des outils, ça change. Aujourd'hui, les gens ils utilisent Mimikatz, demain ils vont utiliser PowerSploit, demain ils vont créer d'autres outils en C, en Java, on va jamais les détecter. Si je détecte des noms de domaine, par exemple, comme indice de compromission, c'est bien de savoir si on est compromis ou pas par un ransomware qui est déjà passé. Mais le lendemain, les attaquants ils vont changer. Aujourd'hui, ce qu'ils font dans les ransomware, ils développent ce qu'on appelle les domain name generators. Donc, c'est des générateurs de noms de domaine. Chaque jour, il va générer une liste de noms de domaine du côté de la victime, mais du côté de l'attaquant. Il va changer tous ces IP, les noms de domaine de ces machines pour que ça coïncide avec chaque jour, ils ont des nouveaux noms de domaine. Et donc, comme ça, si on bloque juste cette partie nom de domaine, chaque jour, ça va changer. Chaque jour, donc l'attaque, elle va repasser en indétectable, en mode indétectable. Donc, nous, notre but, c'est de pousser. On va surveiller quand même. C'est bien de détecter qu'il y a un outil sur la machine qui s'appelle Mimikatz. Mais ce qu'il faut détecter, c'est pas que la présence de Mimikatz. Ce qu'il faut détecter, c'est pourquoi est utilisé Mimikatz. Mimikatz, il est utilisé pour faire du credential dumping, c'est le nom de la technique, MITRE. Il faut qu'on puisse détecter sur un AD quand il y a un credential dumping. Et donc c'est ça, c'est difficile à aller vers ce sens-là quand on dit comme ça, voilà, détecter credential dumping. C'est quoi les logs? C'est quoi la signature du log sur l'AD quand je fais credential dumping? Bien sûr, il faut que je reproduis Mimikatz, que je le lance contre un AD fictif et que les équipes SOC ils voient les logs générés quand je lance moi mon attaque credential dumping, qui vont transformer ça en règle de détection et c'est là où ils commencent à détecter les techniques. Sinon, ils vont détecter Mimikatz. Demain, quelqu'un développe Mimikatz on a un autre langage que PowerShell, il va le développer en Java ou en C#. On va plus le détecter. On peut aussi faire, donc on fait un peu l'évaluation organisationnelle. Donc ce qu'on fait dans la partie organisationnelle, on regarde un peu si il y a un respect de procédure. On va pas renégocier les procédures, donc ça nous on fait pas on fait pas le travail des entreprises qui vont évaluer toutes les procédures et recommander des nouvelles procédures. Nous, on fait pas ça. Nous, on voit si les procédures qui sont mises en place ont été appliquées par le SOC ou pas. On voit la rapidité de la réponse et la proportionnalité de la réponse. Est-ce que sur, par exemple, des alertes des types low, ils ont réagi ou pas? C'est parce que ça commence toujours par des logs quand on a de la découverte passive, tout ça, et ça va en s'aggravant. Et parfois, les équipes, ils répondent que au dernier moment, alors qu'il y avait des signaux faibles qu'ils n'ont pas traités. Je vais passer à la démo. Donc là, sur la démo, là, je vais utiliser une machine. Ça, c'est la machine victime. Donc sur cette machine victime, l'antivirus, il est activé. Je suis en train de l'activer. J'ai des fichiers ici supposés être importants. Bon, ça, c'est des fichiers de Star Wars, des caractères Star Wars, planète. Bon, c'est supposé être des fichiers qui vont être cryptés, très importants, qui vont être cryptés. Voilà, l'antivirus, il est activé. Je vais aller sur mon outil, donc sur le Threat Emulator.
Donc ça, c'est l'interface du threat emulator. Je vais y revenir. Et de la même façon, ça, c'est l'interface de mon SIEM. Donc la machine victime, elle est connectée à notre SIEM. Il y a déjà, parce que je viens de lancer, il y a déjà des alertes. Je vais les clôturer. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'alerte. Donc le but, c'est que j'évalue ma détection, voilà mes règles de détection. Je lance une attaque et je vois si cette attaque a été remonte des alertes ou pas sur le SOC et sur les équipes SOC. Ils vont voir ici des incidents, ils vont les traiter ou pas. Donc comme j'ai dit au début, donc voilà, ça c'est l'interface Threat Emulator. Donc agents, ça c'est les agents, les machines que je contrôle à distance. Adversaires, c'est les adversaires qu'on a créés. Donc là, il y a pas mal d'adversaires ici qu'on a créés. On a des procédures pour installer Ryuk, d'accord. Donc ça, c'est le niveau 1 de Ryuk. On a pas mal de ransomware qu'on a mis en place. Donc, par exemple, sur cet émulateur, j'ai mis, je pense, Reveal aussi. Ouais, j'ai mis Reveal, j'ai mis Ryuk. Donc voilà, donc la procédure d'exécution du ransomware Reveal. Aujourd'hui, je vais juste faire Ryuk niveau 1. Le niveau basique, sachant qu'on fait 3 niveaux normalement par campagne, c'est-à-dire on fait le niveau basique, niveau intermédiaire et niveau avancé. Ce qui va changer, c'est les techniques qui vont changer un peu, et aussi on va employer des techniques avancées d'obfuscation et de cryptage des scripts pour que empêcher la détection, de détecter des outils, des lignes de commande et aller vers la détection plus efficace des techniques eux-mêmes et du résultat de la technique. C'est-à-dire le résultat d'une commande Mimikatz, c'est de faire du credential dumping. Si on détecte Mimikatz, moi je vais utiliser des techniques d'obfuscation quand je lance les commandes Mimikatz. Comme ça, il peut pas avoir une commande avec le nom Mimikatz dedans. Donc tout au début, je vais lancer un agent, d'accord. Cet agent, il va me permettre d'avoir le payload. Donc je vais copier juste, voilà, c'est ce qui se passe généralement quand quelqu'un clique sur un lien de phishing malicieux où il y a derrière une commande PowerShell qui va s'exécuter. Donc là, on suppose, ça c'est l'initial access, on suppose que quelqu'un a cliqué pour qu'on a l'initial access sur cette machine. Donc une fois il clique, normalement, je vais voir ici apparaître un agent, d'accord, qui est en vert avec un privilège élevé. Donc, j'ai exécuté en route cette commande. Donc là, j'ai accès à cette machine à partir de ma console, commande à contrôle. Et donc, le but ici, c'est maintenant d'aller faire une opération. Donc, c'est l'opération de lancer cette procédure. Donc, je vais dire à ma machine commande à contrôle sur l'agent que j'ai déployé, il faut exécuter tel adversaire. Donc là, je vais lancer une nouvelle. Je vais dire Osir démon. C'est le nom de l'opération. Donc là, j'ai le droit d'utiliser un groupe. Donc quand j'ajoute au fait la machine, quand j'ai lancé la commande ici pour connecter la machine, je l'ai inclus dans un groupe qui s'appelle RAID. Donc le groupe, c'est un nom où je peux grouper parce que je peux lancer une procédure sur plusieurs machines en même temps, d'accord. Donc je reviens ici, donc je vais choisir le groupe RAID. Je vais choisir mon adversaire. Donc là, je vais lancer Ryuk niveau 1. Je vais clôturer l'opération à la fin. Je peux la laisser ouverte, c'est-à-dire je peux après intervenir juste après l'opération pour lancer soit des habilités, soit des techniques manuellement, soit en ligne de commande. C'est-à-dire c'est un peu comme fait Metasploit. Je peux d'ici faire des lignes de commande, un peu une procédure manuelle, on va dire. Je dois aussi déployer d'autres adversaires. Je peux dire je déploie Ryuk, mais après laisse ouvert, je vais peut-être déployer un autre adversaire qui est Reveal, par exemple, pour tester deux procédures en même temps. Donc là, je vais juste la clôturer juste après. Donc j'ai le droit de
je peux lancer ma procédure en mode batch, c'est ce que je vais faire en ce moment. Mais en général, on lance en mode avec une approbation manuelle. Comme ça, je peux changer, au fait, et ça c'est dans le cas où on joue des APT, on peut changer le sens d'une procédure. Les APT, au fait, ils utilisent plusieurs techniques sur la même tactique Mitre. Et donc, plusieurs techniques, qui dit plusieurs techniques, ça veut dire, en fait, le jour où ils se confrontent à un problème dans la technique A, ils vont dire, ils sont derrière un groupe d'attaquants, ils vont dire, non, on va choisir tel tuyau à la place parce que on voit la vulnérabilité venir de ce vecteur-là. Donc, c'est pareil, je peux choisir ça, ce mode-là de manual approval, sachant que ça devient trop lent parce que chaque étape, il va me demander si je veux intervenir manuellement ou je veux lancer la procédure telle qu'elle est. Donc là, je vais rester en mode autonomie. Ça, c'est d'autres. Donc là, je peux faire du schedulé. Là, je vais pas lancer du schedulé. Je peux faire de l'obfuscation aussi avec voilà de tout ma procédure pour qu'il quand il déploie même la copie de la procédure soit cryptée tout ça. Donc là, je vais pas choisir ça. Et donc là, je vais lancer cette attaque. Donc là, il va commencer par System Discovery avec voilà pour voir un peu les machines sur le réseau à côté de la machine attaquée. Ce qu'il faut savoir, donc là par exemple, je vais montrer un exemple sur Disable Windows Defender in Time. Donc là, l'étape 4, ce qu'elle va faire, c'est ce que fait Ryuk, il va désactiver la défense. Donc la tactique, elle s'appelle défense évasion. Et ce que fait Ryuk, c'est il va aller désactiver l'antivirus sur la machine. Donc c'est ce qu'on fait nous dans l'étape 4. Et donc il va aller sur la machine, il va désactiver l'antivirus pour qu'il soit voilà plus à l'aise à faire ce qu'il veut. Donc au début, il fait un peu de la reconnaissance passive et après il désactive l'antivirus et après il commence à attaquer l'AD. Donc il fait de la découverte sur le domaine. Une fois il fait de la découverte sur le domaine, il commence après à vouloir faire à faire du privilege escalation, donc du lateral movement puis du privilege escalation. Il va déployer Mimikatz pour collecter les passwords sur l'AD, faire du process injection, donc l'injection d'un process en C#, et puis il va commencer à stopper, à faire un peu de l'impact, à stopper les services de backup. Il commence par les services de backup, les services de base de données. Il va aussi commencer en fait, il stoppe Ryuk, il stoppe les services à l'aveugle, c'est-à-dire il ne sait pas si les services, il va pas vérifier si le service il est installé ou pas. Il a une liste de services, il commence à stopper, à lancer les commandes stop. Ce qui génère, ce qu'on a trouvé bien, ce qu'on a reproduit à l'exactitude, c'est-à-dire on teste pas s'il y a des services de gaming ou pas. On lance des commandes stop pour les services de gaming, on lance des commandes stop pour des bases de données, même si le service il est pas là. En fait, à la différence, nous on se met pas, au fait, à la différence avec le pentester qui dit ouais, il n'y a pas par exemple un SQL Server, je lance pas, je vais pas faire de l'attaque sur SQL Server. Nous, notre but, c'est de générer du bruit. C'est-à-dire quand je lance des commandes stop de base de données, ils sont logués dans les événements de Windows. Et mon but, c'est d'aller voir si les équipes du SOC, ils voient qu'il y a des commandes qui essayent de stopper les services, même si il n'y a pas d'impact réel avec ça. Parce que ça montre qu'il y a un ransomware qui est dormant sur la machine et qui va impacter après, qui va aller faire du lateral movement, tout ça. Et à la fin, bien sûr, on crypte les fichiers. Donc, on va crypter les fichiers sur notre environnement de simulation. Bien sûr, toute l'opération, elle s'exécute vraiment, elle est contrôlée sur l'environnement de simulation, c'est-à-dire on ne va pas aller dehors, on ne va pas aller sur des machines à côté ou sur du réseau à côté. On va déployer que sur notre sous-réseau, subnet. On va voir que notre subnet où on a notre simulateur, notre environnement de simulation, et on ne va pas aller faire du scan de partout. Donc là, continue l'exécution. Hein. Donc là, il a désactivé l'antivirus. Normalement, si je reviens ici, l'antivirus, il est à nouveau désactivé et il continue. Donc il continue, voilà, il fait la persistance, il continue, fait ça. Donc en attendant que voilà, que ça avance un peu pour vous montrer un peu ce qu'on détecte sur la partie ici sur notre SIEM. Je vais un peu vous aussi présenter un peu les autres fonctionnalités de cet outil. Donc, notre outil de commande à contrôle, il peut faire l'initial access, c'est-à-dire
on peut aller faire un peu l'initial access, mais aussi on peut aussi faire la partie pentest et test de vulnérabilité. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas notre, on veut se différencier. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça. On veut nous rester sur notre marché, qui est l'évaluation des systèmes de détection, mais on a quand même un module, d'accord, qui permet de faire l'access, d'accord, soit à travers des techniques ou des tactiques que nous on a développées, donc ce qu'on appelle ici initial access, d'accord, des techniques de initial access, phishing, où on développe des exploits ou autres, ou bien soit à travers un module qui s'appelle Build Capability, qui permet au fait de déployer Metasploit. C'est-à-dire, l'outil, il va pas lui-même fournir les sources d'exploit, il va aller interroger Metasploit pour attaquer les machines. C'est-à-dire, il peut commander un Metasploit qu'on installe sur la même machine commande à contrôle que le threat emulator, et il va le contrôler pour faire l'initial access. Donc, Metasploit, c'est connu, c'est l'outil numéro 1 des exploits. Ça sert à rien de redévelopper ça dans le C2, ça devient trop lourd, en fait, et on va jamais rattraper Metasploit. Et donc voilà, on peut intégrer Metasploit dans l'outil pour pouvoir faire l'initial access. Pareil pour la partie test de vulnérabilité, donc à travers Pathfinder. Donc Pathfinder, il permet de faire tout ce qui est test de scan et de test de pénétration et de vulnérabilité à travers des outils. Donc là, j'ai déployé Nmap, mais voilà, sachez qu'on peut déployer n'importe quel outil. Bien sûr, on l'installe à côté et voilà, on configure Pathfinder pour aller voir et pour pouvoir lancer au fait des commandes, par exemple sur Nmap, utiliser Nmap Winners. J'ai que ces scripts qui sont déployés et après je peux spécifier un range à scanner, des ports. Et là, il va me sortir en fait les machines ici, d'accord. Donc je vais pouvoir importer des résultats aussi externes. Mais ce que je peux aussi voir après dans le view, donc là je vais pas lancer ça, c'est pas le but, mais juste pour vous montrer, je peux après voir ici les machines où il y a des vulnérabilités et directement dire depuis l'interface donc Access, dire d'exploiter ces vulnérabilités et après de lancer un agent pour que j'ai accès à ces machines vulnérables ici depuis mes agents et je peux faire des campagnes d'opérations. Je peux lancer des opérations. Donc il y a ça. Débrief, donc le plugin débrief, ça permet de faire un peu de reporting. Donc là, l'Ossir démo, ce qu'on est en train de lancer ici, on peut voir en mode visuel ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de lancer, d'accord. Donc sur cette machine Windows, vous imaginez s'il y avait plusieurs machines, ça aurait dû être plus pertinent, d'accord. De savoir quel type d'attaque, qu'est-ce qu'on est en train de lancer sur cette machine. Et si par exemple on fait un lateral movement, s'il y avait deux machines et on fait un lateral movement, vous allez voir que de cette machine je saute à une autre et comment je fais toute la chaîne d'attaque. Donc là, l'attaque path, c'est très simple dans notre exemple. Donc depuis ma machine C2, j'attaque une machine Windows, voilà, Ryuk. Les tactiques que j'ai parce que là il est encore en cours d'exécution. Ça c'est les tactiques, donc les tactiques discovery, les tactiques défense évasion. C'est ce que j'ai exécuté jusqu'à maintenant. Et ça c'est l'ensemble des techniques. Donc les techniques, voilà, de remote system discovery, domain count, voilà. Donc ça nous donne un peu une idée de ce qu'on est en train d'exécuter. Les étapes, voilà, je peux aller voir les commandes si j'ai besoin. Par exemple, je veux voir la commande, ça c'est tout simple, c'est une commande netview/all pour voir un peu les machines sur le réseau. Net domain après, voilà. Donc ça c'est le détail, je peux aller accéder au détail. Voilà. Et puis donc il y a Compass. Compass, ça va me permettre de comprendre. Je vous ai montré un peu, ça inclut en fait le navigateur de Mitre, donc Mitre Navigator, et ça va me permettre en fait de comprendre l'attaque que j'ai fait. Par exemple, là, j'ai fait l'attaque Ryuk niveau 1. Je peux générer l'attaque en mode JSON, voilà. Et après, je peux venir ici
Donc mon adversaire, je l'ai sauvegardé en mode JSON et je peux le plugger maintenant dans le navigateur. Voilà. Une fois je le déploie, je vois les techniques que je suis en train de faire. Donc je fais de loss credential dumping avec Mimikatz. Voilà, je fais de la découverte du domaine, voilà, de la remote discovery. Donc je vois un peu tout ce que je suis en train de faire jusqu'à l'impact. Donc l'impact, c'est des services stop. Donc ça me permet après de générer pour le client en fait les techniques que j'ai émulées voilà chez lui pour qu'il sache voilà les tests qui ont été faits et un peu de faire un peu du reporting en fait pour le client. Voilà, donc là l'attaque elle va continuer en fait à évoluer donc c'est un peu ça va durer un bon moment. Là, je dois commencer à avoir des alertes sur mon SIEM. Donc là, les alertes commencent à arriver, d'accord. Il y a un petit laps de temps entre les alertes. Donc là, j'exécute quand même un ransomware direct depuis l'étape 1 à l'étape impact. Je l'exécute en mode automatique. Normalement, dans un vrai environnement, on fait pas comme ça. On laisse le temps aux équipes SOC de réagir déjà. D'accord, on exécute tout l'adversaire sur plusieurs jours. Les ransomware, pareil, dans leur mode de fonctionnement réel, ils s'exécutent sur une période de temps assez conséquente. C'est-à-dire, par exemple, le Ryuk, on a vu le début de Ryuk s'exécuter en 90 jours pour s'exécuter jusqu'à prendre l'impact. Je fais beaucoup de passives, en fait, pour découvrir tout ce qu'il y a dans une entreprise. Et la dernière année, donc l'année dernière, ils ont commencé, les attaquants, ils ont commencé à réduire ce temps. Donc, on commence à avoir des attaques ransomware qui se font dans 2 jours, par exemple, qui se font dans 5 jours, voilà, donc de l'initial access jusqu'à ce qu'ils font l'impact, ils mettent plus au fait 90 jours, ils sont plus rapides à crypter tout et à crypter l'environnement avant qu'il soit découvert par les systèmes de détection. Donc nous, on prend les logs, on analyse tous les 5 minutes, d'accord. Puis à partir de 5 minutes, je vais commencer à avoir pas mal d'alertes dans mon système d'incident, d'accord. Je vais commencer à voir voilà tout ce qui s'est passé sur la machine. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a quelqu'un qui a lancé une commande net.exe pour faire de la découverte passive. Je peux aller sur le SIEM, voir quelle est la machine impactée. Donc là, c'est la machine impactée. Je peux aller voir c'est quoi le processus qui était en question, c'est quoi la commande qui a généré cette alerte. Donc là, je vois que la commande c'est NetExe View All Domain. Là, cette commande peut être exécutée, donc a été exécutée par cet utilisateur. Donc ça peut être exécuté par un admin. Donc là, ce que je peux faire, moi, ce que je peux voir, est-ce qu'il y a des alertes, d'autres alertes sur ce poste de travail, sur ce serveur, d'autres alertes au fait à part celle-là, pour voir si c'est un admin qui travaille ou si c'est une attaque. Donc, il suffit que voilà de faire cette correspondance pour voir qu'il y a pas mal. Bon, là, c'est parce que tout à l'heure, avant la démo, j'ai testé un peu l'environnement de simulation, j'ai lancé une attaque. Et vous voyez, au fait, quand je lance une attaque, là, nous, on détecte tout ce qu'on fait. En fait, toute la procédure, on la détecte. Donc là, il a détecté tout le pipeline, tout ce que j'ai fait tout à l'heure. En fait, avant la démo, j'ai lancé une procédure. Il a détecté toutes les techniques que j'ai déployées. Et il voit que ce host il fait pas mal de trucs, en fait, qui sont pas normaux. Voilà, c'est pas vraiment de l'administration. Ça, c'est voilà, il détecte qu'il y a pas mal d'actions malveillantes. Il peut même me générer le timeline, c'est-à-dire là, je peux expliquer quelle est la chose qui a été voilà, qui s'est exécutée le premier. Voilà, donc là, je peux même fournir en détail quelle est l'action qui a été en premier lieu. Après, qu'est-ce qu'il a fait. Donc là, il a eu des textes grant full access, donc il a eu il changeait des droits sur des fichiers. Là, il a collecté les passwords du serveur. Voilà. Et là, je peux retracer au fait le timeline comme il a été lancé dans l'exécution. Donc c'est ça un peu ce que nous on veut vérifier. Donc nous on utilise ça pour améliorer notre SIEM, pour un peu avoir ces règles de détection dans notre SIEM, mais on veut aussi faire profiter nos clients de ça, c'est-à-dire qu'on leur joue au fait des ransomware, des adversaires avec plusieurs niveaux de complexité.
plusieurs variants, donc on parle de plusieurs variants, et à la fin de voir si ces utilisateurs ils voient, ils détectent, ils détectent pas, et les aider après, leur recommander, les aider pour améliorer leur détection. Voilà. Donc là, donc ça continue, hein, l'exécution elle continue, bien sûr. Ça va durer un bon moment. Là, j'ai tout le contrôle en fait sur la procédure. Donc là, c'est une procédure d'exécution. Je peux mettre en pause et je peux insérer. Donc, je peux mettre en pause ici l'exécution, insérer des commandes manuelles ou modifier le chemin. Donc, quand je dis potential link, c'est-à-dire que je peux insérer des techniques individuelles pour dire là, le token duplication n'a pas marché. Je pose et je lance l'injection DLL ou je lance un autre truc que j'ai développé bien sûr auparavant, ou je change l'exécution, ou je lance un autre adversaire. Je peux poser cet adversaire et je lance. Donc ça, on le fait souvent quand on fait l'émulation d'un APT. Parce qu'un APT, il y a de l'intelligence humaine derrière l'attaque, c'est-à-dire ils vont pouvoir faire une pause sur l'exécution et puis changer l'exécution, la procédure en cours, parce qu'il y a des gens qui constatent, qui vont aller voir le résultat de telle commande et dire ah là on ça c'est pas bon, ça va pas marcher comme ça parce qu'il y a le système de détection, il est bien fait sur ces techniques, il détecte bien. Je vais changer le cours de mon attaque et je vais attaquer autrement. Donc ça c'est possible avec notre outil, on peut le faire. Donc là on peut mettre en pause cette attaque et échanger soit à travers des commandes manuelles, interagir directement avec le serveur, soit avec un lien potentiel. Et à la fin, je peux après télécharger toute l'exécution. En fait, c'est une preuve au fait que j'ai exécuté des trucs. C'est quoi les commandes que j'ai exécutées, que je vais fournir au client, et aussi confronter après, parce que voilà, on peut être amené avec les équipes SOC qui disent non, vous n'avez pas exécuté telle commande. Donc on a ce qu'on appelle les évidences qu'on a exécuté les commandes sur le tel serveur ou tel serveur. Voilà. Donc là, vous voyez là sur notre console maintenant, il y a de plus en plus d'alertes qui remontent. Donc là, par exemple, je vais prendre en exemple l'alerte où on détecte la désactivation du Defender. Donc là, la désactivation du Defender, on l'a fait de 3 façons, d'accord? Donc on va détecter la commande qui a été lancée pour désactiver Windows Defender, d'accord? Donc ça, c'est au niveau commande, on détecte. C'est pas fiable parce que la commande elle peut changer, parce que là on lance à travers un PowerShell et donc nous on va voir qu'il y a un PowerShell qui a été lancé qui est suspect et dans ce PowerShell, pourquoi il est suspect ce PowerShell? Parce que la commande elle est qu'on lance elle est obfusquée, d'accord? Je vous montre un peu ce qu'on lance hein, pour que vous compreniez. Quand on lance le Windows Defender ici, je vais ouvrir cette là, j'ai un bug graphique. Il ne veut pas m'ouvrir la fenêtre. Ouais, parce qu'il est bloqué sur une étape. Donc, ce qu'on lance sur la partie Defender, on lance vraiment une commande obfusquée, c'est-à-dire un PowerShell avec un encoding base 64 avec une chaîne 64. Il n'y a ni commande start ni commande stop. Donc là, on détecte ce suspicious PowerShell. C'est bien de détecter les commandes qui sont obfusquées, qui sont cryptées, tout ça. Deux, on va détecter, on va faire de la déobfuscation, on va détecter que la commande. Ouais. Ahmed, ouais, il va falloir conclure. Oui, je vais conclure. Donc, on détecte que la commande a été lancée pour désactiver le Defender. Et après, on détecte dans les logs qu'il y a une tentative, un appel système pour désactiver le service Defender. Et quatrièmement, on détecte que le Defender, il est en statut off. Donc, c'est un peu ici, on veut montrer la chaîne qu'on veut, au fait, pour améliorer une règle de détection. On peut commencer par détecter la commande, mais sachant que la ligne de commande, elle peut être obfusquée, elle peut être lancée par du langage C qui est un exécutable où on voit rien. Le programme peut s'appeler toto.exe. Et on veut amener le client à détecter vraiment que le service, il est désactivé. Donc, c'est le but de l'attaque, c'est que le service d'antivirus soit désactivé. Voilà, moi j'ai terminé, hein, donc on peut prendre les questions si vous avez des questions.